بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 2, toujours sur le module mesure électrique et électronique. On va voir aujourd'hui les erreurs de mesure. Les erreurs de mesure. Quel est l'objectif? Bien sûr, c'est faire acquérir à l'apprenant les notions d'erreur et d'incertitude et connaître les différents types d'erreurs et d'incertitudes ainsi que leurs méthodes de calcul et savoir exprimer un résultat de mesure sous les deux formes. On va commencer comme toujours par l'introduction. Nous avons qu'une mesure n'est parfaite, quel que soit le soin apporté à sa mise en œuvre. La précision de l'appareil, la compétence de l'opérateur, le respect de règles de manipulation et de contrôle s'avèrent de tous les paramètres d'influence. Il restera toujours une incertitude sur la mesure. Tous les efforts accomplis dans le domaine de l'instrumentation visent à faire tendre cette incertitude vers une valeur de plus en plus faible, tout en sachant qu'il ne sera jamais possible de l'annuler. C'est pourquoi toute mesure peut être complète, doit comporter la valeur mesurée et les limites de l'erreur possible sur la valeur donnée. On va voir maintenant la classification des erreurs. Donc, suivant les causes, on a deux types d'erreurs. Soit des erreurs systématiques, ce sont toutes erreurs dues à une cause connue ou bien connaissable. Elles ont pour cause soit la méthode de mesure, parfois la méthode de mesure choisie entraîne une perturbation sur la grandeur à mesurer. Par exemple, pour la mesure d'une résistance ou bien d'une puissance, on a à choisir entre le montage amont et aval. Les erreurs dues à l'opérateur, donc parfois lors d'une mesure, l'aiguille ou bien le spot lumineux s'immobilise entre les deux traits de la graduation, ce qui oblige l'opérateur à estimer une fraction de division de l'échelle de lecture. Il en résulte une erreur inévitable. Donc, nous avons que l'appareil de mesure, ils ont aussi des erreurs dues à ces appareils. La classe de précision d'un appareil de mesure dépend des imprécisions de fabrication, de calibrage et de conception. Plus la fabrication est soignée, plus l'erreur est petite. De plus, l'erreur dépend du réglage de zéro électrique ou mécanique et de la courbe d'étalonnage de l'appareil. Nous avons une remarque. Pour remédier aux erreurs systématiques par un bon réglage de zéro, un bon étalonnage, une appréciation de la fraction des divisions en tenant compte des erreurs de méthode dans la mesure, en les calculant bien sûr. On trouve aussi des erreurs aléatoires. Les erreurs aléatoires, ce sont toutes erreurs qui n'obéissent à aucune loi, connue lorsqu'elle est prise sur un seul résultat. Elle obéit aux lois de la statistique lorsque le nombre de résultats devient très grand et elles peuvent provenir soit de l'opérateur pour les multimètres analogiques, pas avec plusieurs échelles imbriquées de façon compliquée et graduée, d'une façon ambiguë sur un même cadran. Donc, dans ce cas, l'opérateur peut se tromper sur l'échelle de lecture. Ajoutons à cela le défaut de parallaxe, qui est une erreur que l'on commet lors d'une lecture en B lorsque l'aiguille est toujours un peu écartée de l'échelle. Toujours avec les erreurs aléatoires, il peut avoir des erreurs aléatoires dues à l'appareil à cause des influences extérieures comme la position, la température, l'humidité de l'air, les champs parasitaires, le champ magnétique ou bien électrique. L'instrument peut fausser une mesure. À titre d'exemple, vous avez les champs parasitaires magnétiques peuvent rendre impossible la mesure par induction aux environs d'un transformateur. Nous avons aussi également la position horizontale ou verticale d'utilisation des appareils de mesure est aussi décisive. Ces appareils doivent être utilisés conformément à la position indiquée sur le cadran. On peut aussi avoir des erreurs aléatoires dues au montage, sachant que les mauvais contacts, à savoir serrage de pièces, état de surface,
fil de connexion, etc. et le défaut d'isolement qui peut causer un courant de fuite sont à l'origine des erreurs. Nous avons une remarque. Pour remédier aux erreurs aléatoires, il suffit que les montages soient clairs et soignés et les paramètres mis en jeu soient bien connus et maîtrisés. En effet, il suffit d'utiliser un bon oscilloscope possédant un réglage qui permet d'éliminer la rotation du faisceau. On peut aussi réduire ces erreurs en faisant une série de mesures et en calculant la valeur moyenne arithmétique. Suivant l'expression de la mesure, on a deux types d'erreurs, soit l'erreur absolue ou bien l'erreur relative. On va voir ces erreurs. Nous avons pour l'erreur absolue et l'incertitude absolue. Si vous avez grand X, la valeur mesurée de la grandeur, ce sera XE, la valeur théorique exacte de la même grandeur. Comment noter l'erreur absolue? On va noter Dirac de X. Donc, c'est l'écart qui existe entre la valeur mesurée et sa valeur théorique exacte, exprimée avec la même unité. Vous avez Dirac de X égale X moins XE. Donc, c'est la valeur mesurée de la grandeur moins la valeur théorique exacte de la même grandeur. Comme la valeur exacte de la grandeur à mesurer est inconnue, il faut évaluer une limite supérieure de l'erreur absolue, qui n'est autre que l'incertitude absolue notée delta x qui est égal le supérieur de module de Dirac de x, de l'erreur absolue. On passe maintenant l'erreur relative, l'incertitude relative. Nous avons que l'erreur relative, c'est le quotient de l'erreur absolue à la valeur exacte. Donc, l'erreur relative égale Dirac de x sur xe. Donc, ça sera x moins xe sur xe. Comme il s'agit d'un nombre sans dimension, pas d'unité, on va l'exprimer généralement en pourcentage. Donc, vous avez l'erreur relative en pourcentage. C'est Dirac de x sur xe par 100. Donc, c'est x moins xe sur xe multiplié par 100. Également, si la valeur exacte de la grandeur inaccessible, on prendra la limite supérieure de l'erreur relative, qui n'est autre que l'incertitude relative. Ça sera delta x sur xe. Et on peut l'exprimer aussi en pourcentage. On aura delta x sur xe multiplié par 100. Nous avons une remarque. Les erreurs sont de signes quelconques qui peuvent être positives ou bien négatives. On va voir maintenant comment faire l'expression de nos résultats. Donc, le résultat peut s'exprimer de deux façons. La première façon, vous avez la valeur adoptée est égale à la valeur mesurée, suivie de l'évaluation de l'incertitude absolue. Donc, xe égale x plus ou moins delta x, et vous avez l'unité aussi. La deuxième façon, donc, dans ce cas, on aura que la valeur adoptée est égale à la valeur mesurée suivie de l'évaluation de l'incertitude relative. Donc, xe égale x avec l'unité plus ou moins delta x sur x en pourcentage. Vous avez un exemple. Si vous avez R égale à 10 ohms, plus ou moins 5%, ou bien on peut écrire R égale 10,0 plus ou moins 0,5 en ohms. Donc, ici, c'est la deuxième façon. Ici, c'est la première façon. On passe maintenant au calcul d'incertitude pour les opérations de base. En général, la valeur de la grandeur à mesurer XE est obtenue par une relation mathématique. Dans ce cas, XE, ça sera une fonction de A, B, C et K. De ce fait, on peut utiliser l'outil mathématique, ce qu'on appelle le calcul de la différentielle, afin de déterminer les incertitudes. On va commencer par l'incertitude absolue qui s'exprime sous la forme suivante. Dans ce cas, delta x, c'est la dérivée de f par rapport à a, et vous avez b et c sont des constantes multipliées par delta 1. Plus la dérivée de f cette fois-ci par rapport à b, et vous avez a et c sont des constantes multipliées par delta b. Plus la dérivée de f par rapport à c, et vous avez a et b sont des constantes par delta c. On passe maintenant l'incertitude relative. Elle s'exprime sous la forme suivante. Vous aurez delta x sur x, donc c'est delta f sur a, et vous avez b et c sont des constantes par delta a sur x cette fois-ci. Plus le module de delta f sur b, et vous avez a et c sont des constantes par delta b sur x.
plus le module de delta F sur delta C, et vous avez A et B, C des constantes multipliées par delta C divisé par X. On va appliquer ces deux formules afin de déterminer les incertitudes absolues et relatives dans le cas des opérations de base. On passe maintenant la somme. Donc, vous avez le cas d'une association de boîtes de résistance en série. R, ça sera R1 plus R2 plus R3. Maintenant, on obtient dans ce cas la variation de R égale la variation de R1 plus la variation de R2 plus la variation de R3. On trouve si on va diviser par R, la variation de R sur R, ça sera la variation de R1 plus la variation de R2 plus delta R3 sur la somme des trois résistances R1 plus R2 plus R3. Pour la différence, donc, vous avez I égale I1 moins I2. On obtient delta I est égal la variation de I1 plus la variation de I2. On trouve delta I sur I égale delta I1 plus delta I2 divisé par la différence de I1 moins I2. Ce qui concerne le produit, on va prendre un cas. C'est le cas de l'énergie. Donc, ce cas W, ça sera U par I par T. On obtient dans ce cas la variation delta W, c'est I par T, variation de U, plus U par T, variation de I, plus U par I, variation de T. Ou encore, on obtient delta W sur W, ça sera delta U sur U, plus delta I sur I, plus delta T sur T. Maintenant, si nous avons un quotient, donc x, la forme A sur B, on obtient delta x égale la variation de A sur A plus A sur B au carré delta B, ou encore delta x sur x égale delta A sur A plus delta B sur B. On passe septièmement, pardon, au calcul pratique de l'incertitude. On va commencer par le cas des appareils analogiques ou bien à déviation. Bien sûr, ce type d'appareil a pour principe de donner une déviation d'aiguille sur une échelle graduée proportionnellement à la valeur de la grandeur à mesurer. Ainsi, la valeur mesurée sera donnée par la relation suivante. X est égal à C par L sur E. C, c'est le calibre utilisé avec l'unité, bien sûr. L représente la lecture, donc c'est le nombre de graduations lues sur l'échelle. Et E, c'est l'échelle, le nombre total de graduations de l'échelle. Un appareil de mesure à déviation est caractérisé par son indice de classe de précision qui entraîne suite à son utilisation. On va parler maintenant de l'incertitude de classe. Elle est représentée par la formule suivante. Donc, vous avez delta XC, C représente la classe bien sûr. Ça sera CI par C divisé par 100. Donc, c'est la classe par le calibre sur 100. De plus, l'opérateur n'étant pas parfait, il peut commettre une erreur de lecture qui entraîne soit une incertitude de lecture. Donc, on va désigner par delta L la fraction de graduation d'erreur, commise appelée aussi la fraction de division, estimée lors de la mesure. Et l'incertitude de mesure sera donnée par la relation suivante, delta XL égale C par delta L sur E. On termine avec l'incertitude totale. Donc, la méthode est aussi une source d'incertitude à évaluer. Elle est notée delta X méthode, d'où l'incertitude totale commise sur une mesure employant un appareil analogique sera la somme de l'incertitude de classe, de l'incertitude de lecture et de l'incertitude de méthode. Si elle existe, bien sûr. Donc, vous aurez delta X, ça sera delta XC plus delta L plus delta X par la méthode, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.